à la Suisse, en Paris. Donc elle parcourt un peu non seulement l'Hexagone, mais en tout cas, elle est internationale, Lila. Merci de la présenter. Merci bien. Donc, rapidement, hein, pas un exposé de 2 heures. Merci. Elle est d'accord pour que je lui vole quelques minutes, donc je vais profiter d'être extrêmement heureux de la présenter, puisque je la connais de longue date, pour le meilleur d'ailleurs, mais elle qui côtoie aussi le pire, et Gila est un exemple d'intersectionnalité que j'avais été amené à développer précisément dans mon exposé. Dès le départ, comme elle le raconte dans une interview récente au journal du dimanche, elle, et je la cite, souffrait de ne pas souffrir. Elle ne comprenait pas ce monde d'injustice. Par son parcours fait de diversité et d'injustice sociale, Gila est ainsi devenue une victime. 8 fois victime de thèmes et intérêts qui se sont imposés à elle. Premièrement, elle a dû subir l'oppression et le choix contraint que constituait la nécessité de mener de front 2 options universitaires, celle d'artiste et celle de gestionnaire, avec un MBA à l'ESSEC, la société ne lui permettant pas la réalisation de ses aspirations esthétiques et culturelles sans implication financière. Deuxièmement, elle s'est ensuite engagée sur la scène artistique comme actrice et metteuse en scène à de multiples reprises. Elle a ajouté une corde à son arc dans le cinéma. Comme cela ne suffisait pas, elle a dû se mettre à l'écriture de livres et d'articles et de livres audio où elle a dû donner de la voix pour se faire entendre. Enfin, elle tente, et je la cite, de reconstituer l'esthétique et l'éthique, le beau et le bien, dans un monde disgracieux et amoral, dans ce cours Théâtre et droits de l'homme qu'elle donne à Harvard depuis 2016. Pour sa mission de bons offices, elle aura été de toutes les élévations spirituelles en étant élève d'Elie Wiesel pour sa thèse sur le théâtre et le sacré. Plus récemment, à la fin 2022, elle a été reçue par le pape dans le cadre des amitiés judéo-chrétiennes pour faire entendre sa voix, ou plutôt celle de Jules Isaac, à qui elle a aussi rendu un brillant hommage et un récent hommage pour les 75 ans des accords en 10 points de Selisberg. Voix qu'elle portera aussi en audience privée au Dalai Lama lundi prochain, 8 mai, à Dharamsala, où elle tutoiera les sommets à une altitude de 1457 mètres. Le terme elevation en anglais s'applique mieux dans ce cas. Conseiller spécial à l'égalité, Gila est en pointe dans le combat des femmes, ayant participé comme conférencière et organisatrice de plusieurs forums sur le sujet, dont le Women's Forum en 2020. Avec son mari et ses 2 enfants, elle doit vivre sa condition féminine dans le contexte très changeant d'un équilibre familial et professionnel, son mari étant actuellement à la plage, devant faire des choix difficiles entre le principe de lutte des femmes qu'elle mène et la nécessité de trouver des solutions quotidiennes à l'épanouissement de ses 2 enfants en bas âge. Dans ce monde très négatif, elle s'est très tôt intéressée à la psychologie positive. Avec son maître à penser qui est Tal Ben-Shahar, professeur à Harvard, elle a publié un grand livre sur la psychologie positive en 2020. La société étant ce qu'elle est, elle a dû se lancer dans le coaching exécutif pour que cet intérêt devienne aussi positif pour elle. Elle est une fervente de l'oralité dans notre monde empreinte de distance. Toujours éveillée et vigilante, elle a dû faire jouer ses 5 sens pour prévenir et réduire l'effet lancinant des micro-agressions. Louis, avec ses livres audio, la vue, avec sa présence scénique et cinématographique, le goût, avec son intérêt marqué pour le chocolat, l'odorat, avec le senti et le ressenti que cela implique, et le toucher, qui résume bien sa carrière de touche à tout. Elle a été nommée artiste de l'UNESCO pour la paix en 2012, rôle qu'elle assume de par le monde et pour lequel elle a sélectionné 70 citations pour la paix dans son livre éponyme en 2015. Alors qu'elle a toujours voulu se battre contre la guerre, un guerre épée incessant trotte dans sa tête, elle a dû composer avec elle en étant promue officier des arts et des lettres en 2014, et en jouant le rôle d'une soldate protectrice de frontières dans le film Holy Lands d'Amanda Sters en 2019. Dernière action en date, la semaine passée, la signature entre femmes de haut niveau diplomatique
des accords de Sarah et Hadjar, étendant les accords d'Abraham au Moyen-Orient aux questions de fond de résolution des souffrances humaines de la région. Et 8e point, Gila est l'organisatrice d'une conférence internationale sur l'art et la dignité humaine. Elle doit à ce titre concilier les droits humains avec les vertus thérapeutiques de l'art et ainsi promouvoir une culture de paix dans un monde qui s'en est éloigné. Un grand écart physico-culturel, en quelque sorte, pour cet équilibriste en mouvement. Gila est ainsi l'exemple type de la victime à la puissance 8, rôle modèle d'une expérience intersectionnelle de référence. Et j'espère par cette présentation vous avoir fait prendre conscience de sa situation d'exclusion-inclusion en tant qu'actrice de son propre destin dans la société. Enfin, surtout, victime de ses créations et de ses succès. Et cher Gila, merci de sortir de ton espace protégé, de ton safe space et de venir sur cette scène partager avec nous ce qui sera probablement ton 9e ressenti victimaire, c'est-à-dire sur le plan de toute une chacune, de l'esprit et des droits des femmes. Merci. Un très grand merci à Alain Barthes pour cette incroyable présentation. Et puis bien sûr, un grand merci à Patricia Frogeman de m'avoir permis d'être ici parmi vous. Alors, je ne vais pas vous faire un article sur l'écriture inclusive, même si mon titre touche à cette notion de toute une chacune. Je vais plutôt essayer de voir avec vous, en observation, ce qu'il en est aujourd'hui de l'évolution des droits des femmes et comment, avec les brillantes interventions qu'on a entendues jusqu'à présent, comment est-ce qu'on peut se situer vis-à-vis d'une idée de domination par le langage. Alors bien sûr, je vais passer à la prochaine slide et je remercie par avance les personnes dans la régie qui vont me suivre. Je vais vous proposer une division en fait, de cette intervention en 4 points. Vous le voyez, bien sûr, à partir de la pensée de Spinoza, puisque l'idée, ce sera vraiment de partir des éléments de la philosophie du langage de Spinoza pour essayer de les appliquer à l'évolution des droits des femmes. D'abord, inadéquation à l'égard de la réalité. Rappelez-vous, c'est ce que Spinoza développe dans son ouvrage Pensée métaphysique. Ensuite, d'origine imaginative du langage, on verra appliquer à l'image de ce qu'on peut avoir de la femme en tant que chimère, ce traité de la réforme de l'entendement. Ensuite, le matérialisme de la langue, avec le traité théologico-politique. Et puis ensuite, le pouvoir du langage, touchera à la question de l'ouvrage de Spinoza du traité politique. Tout ça, bien sûr, en respectant l'horaire et les craintes. Et nous ferons en sorte d'être à l'heure pour le prochain intervenant. Donc, dans le prochain slide, voilà, vous allez voir qu'en fait, Spinoza est précurseur, puisqu'il écrit dans Pensée métaphysique, pour retenir une chose tout à fait nouvelle et l'imprimer dans la mémoire, nous avons recours à une autre chose qui nous est familière et qui s'accorde avec la première, soit seulement par le nom, soit en réalité. Et donc j'ai voulu vous présenter ce qu'on sait aujourd'hui, matière très à la mode, qui est la neuroscience. Et on se rend compte en fait que cette théorie du langage développée par Spinoza renvoie à ce qu'on connaît aujourd'hui de la mise en langage, qui en fait, on va dire, est découpée en 3 phases, 3 mini-cerveaux que comporte notre cerveau, avec le cerveau, on appelle le cerveau reptilien, vous l'avez sous la forme de action brain. D'ailleurs, si la personne à la régie veut appuyer sur le bouton Enter, vous verrez même apparaître différentes choses. Non? Bon, donc, ce que vous voyez marqué ici, action brain, en fait, c'est le cerveau reptilien, c'est les fameux sièges des réflexes. Puis vous avez emotional brain, qui est le cerveau limbique, là où on va travailler à la fois le ressenti, mais aussi la mémorisation. Et puis le thinking brain, qui est le néocortex. Et ce qui est intéressant, c'est que vous le voyez bien dans l'écriture de Spinoza, il a déjà une certaine conscience que la faculté de mise en langage ne dépend pas de l'affect, c'est-à-dire de ce que le langage va enfermer, on va dire, en tant que sens.
puisque, et on le sait aujourd'hui grâce aux neurosciences, tout est joué avant d'arriver au néocortex. Tout est joué avant d'arriver à la faculté de mise en langage. C'est d'ailleurs pour ça, en termes électoraux, que au tout dernier moment, lorsque tout d'un coup on a une action de gloire d'un des candidats, les intentions de vote vont changer radicalement. Ça n'a rien à voir avec la rationalité, mais avec l'affect qui vient, on dira, presque influer cette notion de rationalité que comporte le néocortex. Voilà, merci beaucoup. Vous voyez ici les différents cerveaux qui sont présents dans ce schéma. Alors, très rapidement, on va aller dans la prochaine slide, le néocortex. Et là, je voudrais revenir sur l'idée qu'on a par le langage de la femme. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas refaire un hashtag MeToo, messieurs, vous pouvez rester dans la salle. L'idée, ce n'est pas de commencer à essayer de faire une opposition, mais juste de montrer le terreau avec lequel aujourd'hui on essaye de parler des droits des femmes, qui n'est pas un terreau du tout favorable et qui peut vous expliquer aussi, on va dire, certaines défaites que l'on voit aujourd'hui apparaître notamment dans cette notion d'une femme capable de gouverner. Alors je reviens sur l'écriture que vous avez sur cette slide, dans la citation de des pensées métaphysiques de Spinoza. Une chimère n'étant ni dans l'entendement ni dans l'imagination, peut être appelée proprement par nous un être verbal, car on ne peut l'exprimer autrement que par des mots. Par exemple, nous exprimons par le langage un cercle carré et nous ne pouvons imaginer en aucune façon, et encore bien moins le connaître. C'est pourquoi une chimère n'est rien qu'un mot. Et en fait, vous allez voir que dans la représentation que l'on a, eh bien, l'idée de chimère, c'est une idée que l'on va avoir justement de cette femme. Et j'en veux pour preuve les premières apparitions du mot femme, et ça on va le prendre dans la thématique biblique. On peut le voir dans la prochaine slide. Alors, bien sûr, inutile de vous demander quelle est la première femme que l'on voit apparaître dans le cadre biblique, dans la Genèse, c'est la fameuse Ève. Or, vous savez que Ève vient du mot hébraïque Chaya, Rava, exactement, c'est-à-dire la vivante. Vous voyez bien déjà l'opposition entre un homme qui lui va partir de quelque chose d'assez concret, Adama, qui va être la terre, par rapport à Chaya, Rava, celle qui est vivante, et qui, bien entendu, on le verra dans notre troisième partie, va toucher à la notion de l'usage de la femme, c'est-à-dire celle qui va être la mère de tous les êtres vivants, puisque à la base, en fait, cette Ève n'est pas plus vivante que l'homme. Et en fait, on va se rendre compte que le nom, et Alain l'a très bien rappelé, puisque Dieu crée en nommant, il va dire Valérie or et la lumière fut, qui dit le mot lumière par le verbe va créer, on se rend compte en fait que la femme porte déjà son nom presque en pré-usagé. Et là, on le voit dans tous les noms des femmes qu'on va rencontrer dans la Bible, en particulier la fameuse Sarai, ou alors la fameuse Agar. Sarah, on dirait la princesse, par rapport à Abraham, qui est le père du peuple, littéralement en hébreu. Hagar, on va dire l'étrangère, donc là aussi on va avoir des choses assez dématérialisées. Rivka, on va dire la servante, et puis Léa et Rachel, là on va commencer à quelque chose d'un petit peu plus concret, ce sont des noms d'animaux. D'accord? Donc Léa, ça va être la lionne, et puis Rachel, la brebis. Autant vous dire, on a déjà une idée un peu de ce que la femme va pouvoir devenir, hein, la femme qui va être une femme, on va dire plutôt combative, et puis une femme qui va être plutôt soumise. Bon, très bien. On continue avec la deuxième partie, je vous ai promis que ça irait assez rapidement. Donc, deuxième partie, origine imaginative du langage dans le traité de la réforme de l'entendement. Alors ici, on voit que l'élément verbal, c'est le lieu de la fabulation, voire de l'expérimentation intellectuelle. Les chimères sont les manipulations les plus perverses. Je peux dire que la terre de mi-globe, de mi-orange, dans une soucoupe, ou que le soleil se meut autour de la terre. Ce sont des choses que je suis en capacité de dire. Ou alors qu'Alexandre est fils de Dieu, même si je sais que cela est faux. Il se peut que celui à qui je le dis le croit et reste dans une ignorance à laquelle les mots ont pu contribuer. Du coup, cette femme qui va être présentée dans un texte de référence comme celui de la Bible, de façon, on va dire, non ancrée, elle va donner lieu, vous le voyez, un peu comme la terre est ronde comme une orange, la terre est bleue comme une orange, elle va donner lieu à un élément essentiellement poétique
qui va se vouloir, dans l'imaginaire, non capable de s'ancrer de façon terrestre, voire territoriale. Et vous allez voir ce que ça va donner. La prochaine slide, ça va donner à quoi on pense quand on parle d'un grand homme. Là, vous avez différentes images de grands hommes, n'est-ce pas, qui doivent sans doute vous venir en tête, et ne me dites pas que vous n'êtes pas capable de pouvoir nommer ces grands hommes. Si? Non? Je vois la plupart, on les connaît, ces grands hommes, on connaît Churchill, on connaît Martin Luther King, Napoléon. Bon. Alors, donc, ce n'est pas le caractère, bien sûr, un caractère pacifiste que j'ai voulu mentionner, mais c'est encore une certaine référence. Alors, si on essaye de trouver dans l'imaginaire collectif une grande femme, je me suis amusée à taper grande femme sur Internet, et voilà ce que Google m'a donné. Voilà, donc j'apprends grâce à Google que les femmes de plus d'1m77 représentent 2 à 3% de la population féminine française. Donc vous voyez, en fait, dès qu'on va parler de la question de la grande femme, on va tomber sur des considérations physiques. Et là, je vous mets au défi d'essayer de me dire qui sont toutes les femmes de la prochaine slide. Bien sûr, j'ai mis certains indices sous l'image, et c'est vrai que généralement, vous voyez, par exemple, cette femme-là, qui est la première ministre finlandaise, ou alors la présidente taïwanaise, restent en fait, dans notre imaginaire, des personnes qui sont assez compliquées à nommer. Si j'avais à vous demander de pouvoir nommer des femmes qui sont des femmes, je vous donne tout de suite la parole, qui sont des femmes de puissance, je ne pense pas que vous soyez en capacité de m'en nommer une dizaine. Hein, généralement, on a toujours Simone Veil qui arrive dans le top 3, quelquefois Malala Yousafzai, quand on a de la chance, Jacinda Ardern apparaît, mais décidément, on a assez peu de choses qui nous viennent dans notre inconscient collectif, comme ce qu'on peut avoir au niveau de notre idée, on va dire, de construction mentale autour de l'idée de la grande femme. Je vous en prie. Oui. Donc, pour faire laconique, l'image égale image et aussi inconscient. Je ne vois pas le mot grande femme écrit dans le code. Mais vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire que sur. Bien sûr. Non, ce qui est intéressant, c'est que le mot grande femme ne veut rien dire. Ni grande femme, bien sûr. Ben, le problème, c'est que moi, en tant que. L'image qui est alors marquée grand homme. Il n'y a pas que des grands hommes. Alors, j'aimerais vous dire que mon intervention, on va faire changer votre inconscient. Mais aujourd'hui, vous le voyez, ce qui est un peu malheureux, c'est qu'on se bat plus pour une écriture inclusive, et je vous expliquerai pourquoi, qu'une vraie représentation qui change dans les esprits. Donc plutôt que d'essayer de nous faire prendre conscience qu'il n'existe pas des grandes femmes, et encore, on parlera de grandes dames, hein, puisqu'il va falloir que le mot femme puisse aussi changer, vous avez parfaitement raison. On va essayer de parler, bien entendu, de pouvoir mettre un tout à chacune, pour que toutes les femmes soient représentées, bien entendu, là je rejoins Alain sur ce qu'il a pu dire au niveau du wokisme. Et merci de l'avoir mentionné. On passe à la troisième partie, sur cette notion justement du matérialisme de la langue. Dans le traité théologico-politique, on lit chez Spinoza la différence, rappelez-vous, entre l'idée du sacré et du divin. Il nous montre que c'est du seul usage. C'est du seul usage que les mots tirent une signification déterminée. Ce qui veut dire que ce n'est pas le langage qui a le pouvoir de faire obéir le croyant, mais l'usage que celui-ci en fait, correspondant bien sûr à des conditions extérieures au langage lui-même. Le pouvoir de contrainte d'un mot, d'un discours, et donc à chercher ailleurs que dans les mots eux-mêmes. Je vais vous demander de regarder la prochaine slide, et là je suis sûre que tout le monde connaît. Et vous voyez bien entendu des questions d'adjectifs, on ne parlera pas de grande femme, on utilisera plus des mots, enfin des adjectifs qui sont un tout petit peu plus vulgaires. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais à quoi correspondent en termes de représentation inconsciente ces femmes? Eh bien, vous allez tout de suite le voir, tant au niveau de l'image qu'au niveau du rapport qu'elles peuvent avoir avec la réalité. C'est toujours des femmes qui ont les attraits nécessaires pour se dire être des génitrices.
Là, on peut regarder la slide suivante. C'est vrai que du coup, l'usage de la femme, quel est l'usage de la femme? Eh bien sûr, il te dominera. Rappelez-vous, le châtiment pour avoir mangé le fruit défendu de Ève, c'est l'homme qui te dominera, et puis tu accoucheras dans la douleur. Donc on a ces deux questions du rapport à l'enfant qui va même être mythifié, puisque rappelez-vous, bien entendu, dans la religion chrétienne, on a une femme qui, elle, n'a pas été, comment dirais-je, n'a pas eu de relation sexuelle et qui a été en capacité quand même d'enfanter dans sa bienveillance d'une certaine manière, sans relation à l'homme. Mais vous pouvez imaginer ce que ça veut dire de notre société en termes de rapport à la femme et en termes de rapport au mot femme. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir avoir en tête lorsqu'on commence à imaginer une capacité de l'écriture de nous rendre simplement, par le fait d'être inclusif, un certain rapport à l'égalité. Donc là, je voudrais juste passer un tout petit moment en revue, je ne serai pas longue, mais juste remettre les pendules à l'heure vis-à-vis d'une certaine terminologie des droits des femmes. Je vais vous demander de regarder bien ces dates. Je suis sûre que vous les connaissez, mais je préfère les mentionner. Donc, du côté de la citoyenneté, notre chère Olympe de Gouges, à qui ça n'a pas vraiment réussi puisqu'elle en perdra la tête, qui a rédigé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, là aussi peut-être croyait-elle à l'écriture inclusive, la pauvre. En tout cas, ça n'a pas été concluant en 1791, bien entendu, on peut avoir une révolution, mais les femmes n'ont toujours pas leur mot à dire. 1944, droit de vote et d'éligibilité pour les femmes, et encore, c'était quelque chose qu'elles devaient faire sous la supervision de leur mari. On les voit d'ailleurs dans les vidéos de l'époque, je vous conseille de regarder là, comment est-ce que le mari est très fier de montrer que sa femme, ou alors au contraire, empêche la femme de pouvoir voter. 45, on a le principe d'égalité homme-femme en préambule de la Constitution seulement, et puis en 2000, la première loi sur la parité. Ça veut dire quoi en termes de rapport à l'éducation? C'est-à-dire, on l'a dit, essayer d'apprendre à l'école comment utiliser le verbe. Création d'école pour les filles seulement en 1850, en 82, l'école pour tous. Alors l'école pour tous, oui, mais attention, c'était pas les mêmes programmes, bien sûr. On apprenait aux demoiselles à coudre et puis aux messieurs à pouvoir parler. Et puis, bien sûr, en 24, même programme scolaire pour les filles et les garçons avec un bac public. Enfin, en 76, mixité obligatoire dans tous les établissements scolaires publics. On continue encore avec quelques dates. Alors, ces quelques dates pour l'égalité dans le couple, là aussi très intéressant. En 1938, vous avez la suppression de l'incapacité juridique de la femme mariée. Incapacité juridique, c'est-à-dire qu'elle était, entendez bien le mot, elle était reléguée au rang d'enfant, donc de mineur, ou alors d'handicapé. Incapacité juridique, très bien. Les femmes mariées peuvent s'inscrire à l'université sans l'autorisation de leur mari. Le rapport au mot. 1965, les femmes mariées peuvent exercer une activité professionnelle et ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Et puis 1984, le congé parental est ouvert à chaque parent. Ce sera seulement en 85, on aura une égalité des époux dans les régimes matrimoniaux, bien sûr. Pensez bien, avec une représentation de la femme qu'on peut avoir comme génitrice, on a du mal à imaginer même une place de père. Puis l'administration des biens de la famille. 93, on va parler d'autorité parentale conjointe, d'accord, que nos parents soient mariés ou pas. Enfin, 2014, loi pour l'égalité réelle. J'insiste sur ce mot de réel, ici, par rapport à ce qui a pu être fait avant comme nom réel, n'est-ce pas, entre les femmes et les hommes. Dernière slide pour remettre un petit peu les pendules à l'heure en termes de date. Prochaine slide. Voilà. Donc, prochaine slide, accès au travail et aux responsabilités. Donc, principe à travail égal, salaire égal, reconnu. École polytechnique devient mixte, attention, grand moment. On n'a que 8 femmes, mais c'est quand même un grand moment. Et puis 1983, la loi Rodi pour l'égalité professionnelle dans les entreprises. Il faut attendre 2001 pour l'égalité professionnelle, qui doit être négociée tous les 3 ans dans chaque entreprise. Puis il faut citer bien sûr la loi Copé-Zimmermann, je cite, l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales qui est inscrite dans la Constitution. Donc tout cela pour vous dire qu'en 2014 seulement, c'est pas si
pas si longtemps, nous parlons d'égalité réelle. Alors, prochaine slide, je voudrais maintenant parler du pouvoir du langage. Et pas seulement le pouvoir du langage, je voudrais insister sur une anecdote qui, pour Spinoza, est importante dans le traité politique, qui est l'anecdote du roi Aragonais Don Pedro. Donc ce roi a réussi à persuader, à force d'intrigues, de largesse, de promesses et de toutes sortes de faveurs, le Conseil des 17 d'abandonner son droit à élire et à déposer le roi. Ça veut dire quoi? On dit qu'aussitôt après avoir obtenu ce qu'il demandait, il se coupa la main avec son poignard en présence de la foule, ou du moins, parce que j'ai moins de peine à croire, qu'il se blessa la main en disant qu'il fallait que le sang royal coulât pour que ses sujets eussent le droit d'élire leur roi. Et du coup, Don Pedro va être appelé le poignard. Et il va faire croire au peuple que le fait de retirer au Conseil des 17 le droit absolu d'élire, de traduire en justice et de déposer le roi, est un progrès démocratique par une mise en scène faisant appel non pas à la raison, bien sûr, publique, mais au besoin de croire et d'être trompé que possède la foule. Donc la parole repose bien sûr l'impact visuel d'action spectaculaire qui à elle seule donne aux phrases, aux mots prononcés, leur efficacité. Pour commander aux âmes, il est impératif non seulement de dire, mais aussi et surtout de faire et de montrer. Le champ politique est un lieu de théâtre où seule une parole jouée, mimée, accompagnée de gestes, peut instaurer un ordre et être sinon comprise, emporter l'adhésion de ses auditeurs, spectateurs auxquels elle est spécifiquement destinée. Alors là, c'est là où j'entre en scène, parce que c'est là, en fait, qui est le cœur de mon travail. En tant que comédienne aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec des personnalités pour les aider à prendre la parole et donc à mettre en scène leur scénario, leur texte, leur volonté de convaincre. Une première chose que je voudrais vous mentionner, c'est la différence que l'on fait entre, là je vais vous demander prochaine slide, différence que l'on fait entre les mots puissants et les mots attractifs. Si je reste sur l'idée de l'éducation de la femme, sachez qu'on a fait des études, on a fait des recherches et on a vu qu'on ne parle pas in utero. La mère, le père ne parle pas in utero de la même façon à un petit garçon qu'à une petite fille. Et les mots qui vont être employés vont être systématiquement des mots puissants pour les petits garçons par rapport à des mots attractifs, amélioratifs, assez positifs pour les petites filles. C'est la différence entre mon fils, tu seras courageux, tu seras beau, et la petite fille, tu seras jolie, tu seras attrayante, tu seras... Donc la personne, le chercheur qui a trouvé cette différence, vraiment fondamentale, et en particulier en lien avec notre travail d'aujourd'hui, c'est Mindfully Cook, je l'ai mentionné ici, je vous conseille de regarder ses travaux. Prochaine slide, je vous ai donné des exemples de mots qui sont des mots puissants. Alors juste avant, s'il vous plaît, en termes de slide, voilà, les mots puissants. Donc vous avez réalisation, atteindre, efficace, confiance, talentueux, réussir, résultat. Cela vient de lettres de motivation qui sont écrites par des hommes. On a fait des études, encore une fois, pour essayer de se rendre compte de la différence de l'utilisation des mots entre hommes et femmes, et on se rend compte que dans les lettres de motivation, dans la façon de se présenter, on n'a pas du tout la même faculté d'utilisation des mots, l'un et l'autre. Donc les mots puissants, on va les retrouver chez les hommes. Chez les femmes, au contraire, on va trouver des mots qui sont très plaisants. Là, on va regarder la prochaine slide. Vous voyez, vibrant, gai, positif, accueillant, imaginatif, varié, rafraîchissant. Alors vous voyez bien, le mot puissant n'est pas négatif, mais il s'ancre dans une réalité qui est quand même beaucoup plus, presque, de relents de pouvoir que des mots qui vont être des mots attractifs, qui d'une certaine manière sont là pour faire joli. Donc ça, c'est quelque chose que je vous propose de pouvoir aussi observer lorsque vous serez à la maison, voir la différence entre l'utilisation de certains mots puissants ou attractifs. Enfin, je voudrais arriver à la fin de mon exposé sur la mise en scène du mot. Bien sûr, on aurait pu faire un exposé très long sur les différentes utilisations des mots, les détournements qui sont sous-entendus.
On n'a pas le temps pour ça, mais je voulais quand même vous faire découvrir quelque chose qu'on appelle l'évolution diachronique du discours. Alors, qu'est-ce que c'est que l'évolution diachronique du discours? Eh bien, c'est simplement vous montrer la différence de la façon de pouvoir embarquer son public, de par le timbre de la voix, de par le rythme des mots et de par la tonalité utilisée. Je vais vous faire écouter deux très brefs extraits de discours pour déjà vous voyez l'évolution selon les chefs d'État. Alors, première, je vais vous demander de revenir sur le slide précédent, voilà, de passer la souris sur à gauche, voilà, et de pouvoir jouer le passage. Puis cette commémoration des deux guerres s'achève aujourd'hui par la résurrection du peuple mort que cet homme anima, qu'il symbolise, qu'il fait entrer ici comme une humble garde solennelle autour de son corps de mort. Après 20 ans, la résistance est devenue un monde de l'œuvre où la légende se mêle à l'organisation. Le sentiment profond, organique, millénaire, qui a pris depuis son action légendaire, voici comment je l'ai rencontré. Dans un village de Forez, les Allemands avaient tué des combattants du Mali. On peut s'arrêter là. Et ordre aux maires de les faire enterrer en secret. Donc vous l'entendez, entre ici, Jean Moulin, on a aussi un petit trémolo dans la voix, quelque chose de très recto-tono, qui est très à la mode. Vous verrez ce que ça donne au niveau féminin juste après, qu'aujourd'hui semble absolument ridicule. Alors ces études que vous voyez, on les fait avec l'Institut de recherche et coordination acoustique musique, qu'on appelle l'IRCAM, et on va essayer de voir quelle est la fréquence qui va venir toucher les cœurs. Si on doit parler du point de vue spinoziste, comment est-ce qu'on peut réussir à toucher à la fois justement l'âme, l'esprit, plus que le sens, et donc toucher l'esprit limbique. N'oubliez pas que si on touche au cerveau limbique, on va toucher directement non seulement au centre émotionnel, mais au centre de la mémoire. Donc là, je vais vous donner quelque chose, bien sûr, d'un petit peu plus actuel. Donc je vais vous demander de passer la souris pour écouter le deuxième extrait. Mes chers compatriotes, je voudrais d'abord exprimer ma sympathie à toutes celles et à tous ceux qui vivent ces derniers jours de 1999 dans les voiles. Je pense aux nombreuses victimes de la tempête et à toutes les familles endeuillées dont nous partageons la peine. On peut s'arrêter ici. Donc là, vous entendez des choses qui sont un petit peu plus pizzicato. On a beaucoup moins de longueur, quelque chose qui va être beaucoup plus, on va dire, presque de l'ordre de la graphie. Des groupes de mots qui, en termes de fréquence, vont être différents. Donc, on peut regarder la prochaine slide. Il s'agit d'études de genre. Et vous voyez, en fait, lorsqu'on fait passer un extrait, vous allez avoir, dans un cube, une façon dont la personne se positionne en termes de tonalité, en termes de fréquence et en termes également de débit de parole. Je vais vous demander de pouvoir jouer à gauche le premier extrait et vous allez entendre différents L'évolution de l'actualité économique de ce lundi 26 octobre vue par Philippe Lefébure. McDo va quitter l'Islande. Le succès des réseaux sociaux sur Internet n'est plus à démontrer. Pas la peine de chercher très loin, les élections approchent. Vous voyez ici, on a quand même quelque chose qui va être assez, on va dire, quotidien dans le débit de parole. Par contre, bien sûr, si on va rentrer dans quelque chose de plus religieux, de plus solennel, on a des ondes qui vont être beaucoup plus longues. Mes chers compatriotes, la crise, elle nous menace en effet. Ce que j'ai dit, je le ferai. Vive la République. Vive la France. Donc là, on avait celui de droite et celui de gauche, on peut essayer? Non, pas celui-là au milieu. Voilà. Mes chers compatriotes. Non, le prochain. Pardon. Ça va, qui sont les PS, Marouane Chamek. Pas maintenant, sur son pied gauche également, papa qui va mettre le ballon dans la petite boîte. Il saute plus haut. Marouane Chamek, qui sont les PS, Marouane Chamek. Là, vous voyez comment est-ce qu'en fait, par la voix, on voit. D'accord?
c'est ce qu'on appelle le phénomène typotypose, que Racine utilisait beaucoup. Lorsque, par exemple, dans Phèdre, vous avez la mort de Paris, où, en fait, par la façon dont elle va dire les choses, elle va suggérer pour faire en sorte qu'on voit. Donc c'est cette capacité visuelle qu'a le langage qui va créer en fait une sorte d'hypnose véritable, où là, on va vraiment parler de la manipulation. Alors, prochaine slide. Voilà, je voudrais vous parler justement de la voix féminine. Et comment est-ce que cette voix, justement, va essayer de pouvoir quand même continuer cette chimère qu'est la femme, avec cette notion de sourire dans la voix. Alors, si jamais je vous donne un exemple, parce que c'est des choses que moi j'utilise beaucoup, Marc mentionnait que j'enregistre beaucoup de livres audio, et c'est vrai que du coup le placement de voix, un peu comme si vous jouez de l'orgue, le placement du clavier est complètement différent. Là vous m'entendez, je vous parle, on va dire, de façon quotidienne. Si on a affaire à un schéma auditif, on sera plus sur du médian, grave. Par contre, si jamais je vais devoir commencer à lire un poème, et si je vais essayer d'avoir un peu d'emprise sur vous, on va travailler à une coloration, un sourire de la voix. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose d'important, des droits des femmes. Qui ne s'est jamais demandé comment je me suis comportée vis-à-vis de ma mère, de ma sœur? Je peux continuer comme ça, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un gros travail en termes de ce qu'on appelle le souris de la voix. Et en fait, ça vient de cette fameuse dame. Rappelez-vous, lorsqu'on appelait par téléphone, on avait la téléphoniste, la femme qui devait, elle, en fait, recevoir tous les appels et garder un certain degré de sourire. On l'a d'ailleurs, je suis sûre que vous avez déjà expérimenté ça, des personnes qui vous embêtent pour vous demander de vous affilier à je ne sais quel opérateur, en vous demandant bonjour, est-ce que vous allez bien, avec un sourire, et vous vous dites ah c'est quelqu'un de ma famille, jusqu'à ce que vous réalisiez, c'est quelqu'un qui est au Pakistan et qui doit vous filer quelque chose. Bon, bref. Donc là, vous le voyez, on a travaillé à différentes fréquences, différentes couvertures aussi vocales, et on a fait en particulier des études sur le fantôme de l'opéra, qui est un opéra bien connu, qui montre en fait comment est-ce que cette femme qui chante va réussir à plus toucher les cœurs si jamais elle rajoute, n'est-ce pas, un peu de sourire dans la voix. Alors, je vais terminer avec les voix de trois femmes que vous connaissez sans aucun doute, sur la prochaine slide. Voilà, on va commencer par Marilyn, qui est quand même la pro du sourire dans la voix. Alors ici, ce que je vais demander, ce serait de commencer à 1 minute 45, quand elle vous explique bien sûr qu'elle ne dort qu'avec quelques gouttes du Chanel No. 5, n'est-ce pas? Donc là, bien entendu, vous allez sentir la manipulation, parce que là, on écoute, et là, je peux vous dire, messieurs, et mesdames, et messieurs aussi, il y a une visualisation. Là, je suis sûre qu'il y a une visualisation. Donc on écoute 1 minute 45. An example, what we're there, we have pajamas, top, bottom, those pajamas, or the nightgown, what kind of stuff, Chanel No. 5. Vous voyez comment la voix va dans les aigus avec ses rires aussi. You know, but it's true. On va s'arrêter là. Donc là, c'est toute une mise en scène, bien sûr, pour la publicité. Et vous entendez Chanel No. 5. Donc vraiment, cette voix qui va être assez aiguë, très sensuelle, beaucoup de sourire dans la voix, qui va permettre une vraie emprise sur les personnes qui vont écouter. Une autre personnalité, alors vous voyez, normalement, la voix de la femme va être plutôt dans les aigus pour essayer d'avoir cette capacité de, à la fois, on va dire,